Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission Salesy. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marie, qui est Corporate Account Executive chez HubSpot. Comment vas-tu? Oh, bah, écoute, très bien. Je suis ravie de cet échange avec toi, Abdella. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on va parler de la prospection et la vente grand compte. Mais avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous décrire un petit peu ton parcours? Ouais, avec plaisir. Donc moi, je suis Marie, j'ai 37 ans. Je suis passionnée par plein de choses, notamment les neurosciences et l'apprentissage, les apprentissages en général. Euh, en français, je suis commerciale grand compte dans l'équipe France chez HubSpot, que j'ai rejoint il y a un peu plus d'un an. Et j'ai un parcours d'une quinzaine d'années comme commerciale, directrice commerciale, et j'ai un peu mis les mains dans le marketing. Aussi bien sur des marchés B2B, B2C, sur des cycles de vente simples et complexes. Donc j'ai touché un peu à tout. Voilà, et en parallèle de mes activités, je suis également mentor sur des parcours de formation commerciale pour former la relève chez Open Classroom. Et j'accompagne et je mentor également des femmes dans leur carrière et leur parcours, femmes commerciales ou pas d'ailleurs, dans leur parcours professionnel. Merci beaucoup pour cette présentation. On va rentrer dans le vif du sujet. La première question que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui t'a initialement attiré euh, dans le domaine de la vente au grand compte et comment es-tu venu à travailler avec ce genre de prospect? Bah, en début de carrière, sans trop y penser, parce qu'en réalité, on commence là où on trouve du travail. Mais je suis d'une nature assez, je m'ennuie vite, donc j'ai besoin de challenge, de stimulation, et très naturellement, le quick win ou les cycles de vente courts étaient pas très satisfaisants pour moi. Donc j'ai trouvé de la satisfaction dans des cycles de vente court, mais dans des environnements complexes, puisque j'ai fait quelques années dans l'aéronautique, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Donc l'environnement était très technique, mais assez naturellement, quand j'ai commencé à pouvoir mener des choix pour ma carrière, c'est le cycle de vente grand compte et sur des ventes complexes qui m'a attiré. Et est-ce qu'il y a des choses disons, dans ton parcours professionnel qui t'a préparé à travailler avec ce genre de clients et de prospects ou c'est quelque chose sur lequel enfin, tu t'es dit de faire un changement euh, directement? Euh, Bah, indirectement, oui, parce que quand j'ai travaillé en début de carrière pendant une petite dizaine d'années dans l'aéronautique, j'avais des clients qui étaient B2C, mais qui étaient chefs d'entreprise, dirigeants d'entreprise, qui venaient là dans le cadre de leur loisir, de leur temps libre, mais je m'adressais quand même à des C-level qui, naturellement, dans les échanges, ont forcément attisé ma curiosité. Et donc, dès que j'ai pu, j'ai commencé sur du B2B et j'ai commencé assez tardivement. En réalité, j'avais déjà ouais, presque 10 ans d'expérience commerciale au moment de commencer la partie B2B et la partie grand compte. Et j'ai commencé le B2B directement sur du grand compte. Ah bah, parfait. Et concrètement aujourd'hui, c'est quoi les différences en termes de stratégie commerciale qu'ils peuvent avoir enfin, entre un cycle de vente grand compte et un cycle de vente qui n'est pas grand compte avec des petits clients ou des profils moins longs? Je vais te répondre pas grand-chose en réalité parce que dans la démarche, on va toujours retrouver la même structure. Donc, tu as toujours une approche de prospection, tu as toujours une phase de découverte, tu vas toujours avoir un pitch, une démo, une explication de ton produit, la rencontre du ou des décisionnaires, de la négo et du closing. Donc en réalité, sur le papier, pas grand-chose. La seule différence, c'est que dans du grand compte, ça va être plus complexe. Tu vas embarquer plus de personnes. Tu vas devoir mener une stratégie un peu différente. Voilà, donc la complexité va plus être présente sur des grands comptes qu'on va le retrouver potentiellement sur du market ou sur du small business. Et comment toi personnellement tu gères la motivation tout au long du processus parce que ça reste des processus assez longs des fois pour closer un client ça peut prendre un an et demi voire plus des fois dans des cas assez particuliers. Comment est-ce que tu arrives à gérer cette motivation là tout au long du processus et si tu gères une équipe comment est-ce que tu arrives à maintenir l'équipe euh, motivée parce que voilà on a toujours quand le processus est long, on ne sait pas ce que ça va marcher ou pas. Et puis, si ça marche pas, quand c'est des petits clients, ben, on peut très vite rebondir. Quand c'est des plus longs, quand c'est un processus sur un an, ben, quand un deal ne fonctionne pas, ben, ça fait assez mal au moral. Comment est-ce que tu arrives à gérer, toi, ta motivation par rapport à ces questions-là?
Je cherche encore la baguette magique après 15 ans de carrière. Je suis une grande impatiente, donc c'est assez incompatible sur le papier avec les cycles de vente longs et complexes sur des grands comptes. Et encore que, parce qu'en réalité, comme j'ai conscience, pleinement conscience de cette impatience, que ce soit dans les équipes que j'ai encadrées ou aujourd'hui où je suis un peu plus autonome, euh, le premier point pour moi qui me permet de gérer, c'est la qualification, toute la partie découverte, voire, j'ai envie de te dire, la disqualification. Ce qui permet en fait d'éviter de rentrer dans un projet en fonçant tête baissée, en se disant waouh, c'est énorme, il y a plein de trucs, c'est super, la poule aux œufs d'or et je vais forcément faire un super deal, et en passant à côté de certaines choses. Donc vraiment, le premier point, c'est de super qualifier, et ça à chaque étape. C'est-à-dire de ne pas se dire qu'on sait tout sur le process de décision, les décisionnaires, les enjeux du deal, les problématiques du client, qu'est-ce qui l'a amené à te contacter aujourd'hui ou à te répondre oui à tes sollicitations, mais vraiment ne rien lâcher et toujours qualifier, requalifier à chaque début de call, gratter de l'information, c'est vraiment clé, poser beaucoup de questions et écouter les réponses, laisser des silences, les laisser remplir ces silences-là, et ça permet de disqualifier beaucoup de deals et donc d'éviter de perdre du temps et de se retrouver investi sur un parcours qui serait finalement pas pertinent. Euh, et puis le dernier point, comme je suis un peu passionnée par la neuroscience, c'est de lutter contre moi-même, contre mes biais cognitifs. Tu sais, ce qu'on appelle un peu les coûts irrécupérables. J'illustre souvent ça avec l'ascenseur. Tu as 8 étages à monter à pied, tu appelles l'ascenseur, au bout de 3 minutes, l'ascenseur est pas là. Tu dis, je fais quoi? Je monte à pied, j'attends encore l'ascenseur. Oui, mais j'ai déjà tellement attendu l'ascenseur que ça vaut pas le coup de monter à pied. Donc où est-ce que je mets mon temps? En fin de compte, il faut savoir lâcher. Il y a des moments où on investit beaucoup sur un deal, où le process est long et on se dit bah, j'ai tellement investi que je ne vais pas lâcher, mais il y a tous les signaux, ou en tout cas beaucoup de signaux qui sont dans le rouge. Et c'est à ce moment-là que là, maintenant, je pense que je sais lâcher, je sais arrêter de mettre de l'énergie sur ça. Donc je pense que c'est un peu tout ça qui me permet de maintenir ma motivation, de toujours avoir les yeux et les oreilles ouverts sur chacune des étapes. Et disons, dans ton approche commerciale, et ça c'est peut-être la question qui découle par rapport à l'autre, c'est comment est-ce que tu arrives à concilier des cycles de vente très longs avec des objectifs des fois de l'entreprise qui sont assez court-termistes, peut-être sur le mois, sur 2 ou sur 3 mois. Comment est-ce que tu arrives à concilier un peu les deux dans ton approche commerciale? Ouais, c'est vrai que c'est assez dingue quand on est sur des cycles de 3, 6, parfois 12 mois et qu'on a des objectifs mensuels, parfois trimestriels. En fait, ma seule réponse, c'est la prospection. Je prospecte tous les jours, sans exception, vraiment tous les jours. Même si c'est 20 minutes, 15 minutes ou 2 heures, mais il n'y a pas une journée où je prospecte pas. Quand ça m'est rarement arrivé dans ma carrière et que j'ai eu des trous d'une semaine ou 2 semaines sans prospection, en fait, je le ressens dans le flux de mon activité, dans le flux du business, 3, 6, 12 mois après. Et donc, c'est pas possible. Donc, en réalité, je trouve une forme de satisfaction court-termiste dans la prospection parce que tu identifies des deals finalement un peu tous les jours ou des opportunités tous les jours et ça te permet d'avoir du récurrent. Et puis après, ça dépend des structures que tu vas rejoindre aussi. Il y a des sociétés où je suis partie un peu from scratch, où il n'y avait rien, il fallait tout bâtir. Donc, j'avais pas de portefeuille client. Et donc là, il y a forcément les 8, 9, 12 premiers mois qui sont vraiment dans le dur parce qu'on fait que de la prospe. Et puis, tu as des sociétés comme HubSpot où tu as déjà quelque part un fonds de roulement, où tu as déjà une base un petit peu établie. Donc, tu as quand même un petit peu ces éléments-là qui te permettent de t'alimenter et de satisfaire les objectifs un peu plus court terme. Et ici, tu parlais de prospection. Quand on prospecte, quand on veut prospecter un grand compte, quelle stratégie tu utilises? Il y en a qui partent du principe où voilà, ils vont partir du bas pour monter vers les décisionnaires. Des fois, il y a des personnes qui partent par le haut pour redescendre vers les personnes qui les intéressent. Quelle est ton approche à toi pour prospecter euh, des grands comptes, par quoi tu commences, etc. Moi, personnellement, je n'ai jamais prospecté de grands comptes parce que dans mon activité, c'est pas ce que je fais. Mais je me dis que ça doit être assez complexe quand on a un grand compte, il y a plusieurs personnes à qui s'adresser. Des fois, la décision, le produit va peut-être concerner plusieurs départements au sein de l'entreprise. Comment est-ce qu'on approche la prospection dans ce genre de contexte? Il y a un peu tout ce que tu cites. Déjà, j'ai une approche dans la manière de faire qui est multicanal. Donc, je ne vais jamais prôner du 100% prospection email ou téléphone. C'est vraiment le multicanal qui fonctionne.
On sait quand on part entre guillemets vraiment à froid, qu'on n'a jamais eu d'identification de l'entreprise, enfin de nos deux entreprises respectives, il faut au moins quatre relances, quatre prises de contact pour avoir une potentielle réponse. Donc j'utilise toujours du multicanal, du téléphone, du mail, du social selling avec beaucoup de LinkedIn ou de SalesNav. Le téléphone étant ce qui fonctionne à mon sens le mieux aujourd'hui, mais pas du téléphone à froid, parce qu'en réalité, quand j'appelle, j'ai toujours un icebreaker sur l'actualité de la personne, de l'entreprise, du secteur d'activité, une actualité juridique, ou j'ai envoyé un mail sur lequel il a cliqué parce que j'ai du tracking et donc ça me permet de pouvoir en parler. Après, sur la manière d'approcher, je vais d'abord plus spontanément effectivement contacter mes cibles. Là, si je prends l'exemple d'UpSpot, on travaille sur différents segments. Donc le segment, on a un produit plutôt qui s'adresse à des CMO, à des services marketing, d'autres à des directeurs commerciaux et d'autres plutôt à des responsables de services clients. Donc on a vraiment 3 entités qui touchent aux clients, mais à des étapes différentes de leur vie. Et ben je vais tous les adresser en fait de manière un peu chirurgicale, le CMO, le DIRCO, le directeur Custom Success. Et puis ensuite, en fonction de la manière dont ça réagit, je ne vais pas me priver pour avoir du nurturing en dessous. Et donc en dessous, ça va être même descendre parfois jusqu'à des alternants, des stagiaires, parce que ce sont des sources d'informations précieuses qui sont peu sollicitées et qui peuvent faciliter, elles, des mises en relation. Et puis après, faire du nurturing peut-être un peu moins prospectif, mais plus doux, de contenu à forte valeur ajoutée, sur de la direction générale, simplement pour passer une tête et qu'on soit identifié en cas de besoin. Et puis après, il y a ceux auxquels on pense un peu moins. Par exemple, quand tu es dans le domaine du SaaS, les DSI sont pas ceux qui vont être utilisateurs de ta solution, mais pourtant ils vont être embarqués dans absolument tous les cycles de décision. Et souvent, les appels d'offres ou les RFP qui se préparent, ça passe forcément par chez eux. Donc c'est souvent eux qui vont pouvoir aussi nous passer de l'info. Donc en fait, j'exclus personne. Et quand je travaille sur un compte stratégique, je travaille vraiment de façon complète. Sur des comptes un peu moins stratégiques et complètement froids, je vais travailler en principal sur ma cible principale, et là en l'occurrence en ce moment plutôt les CMO. C'est un bon, ouais. Euh, et je vais dire, une fois que le rendez-vous est pris, enfin, disons que la première partie de la prospection se passe assez bien. On voit qu'il y a un match qui est potentiel. On rentre dans la partie négociation. Euh, sur la partie grand compte, il y a plusieurs interlocuteurs qui interviennent lors de la négociation. Des fois, on sait très bien que, enfin, personnellement, que ça peut être assez compliqué quand on négocie avec deux personnes. Déjà, ça devient compliqué parce qu'il faut convaincre les deux, etc. Quand il s'agit de grands comptes, il y a plusieurs interlocuteurs. Peut-être le service va peut-être dépendre de plusieurs départements. Comment est-ce que tu gères, toi, la négociation dans ce genre euh, de contexte? Comment tu arrives à est-ce qu'il y a des méthodes où tu te dis, d'accord, je vais prioriser peut-être par les personnes qui seront les plus impactées par, par telle ou telle solution, et puis je m'attarderai sur d'autres personnes, ou voilà. Donc, je sais pas quelle approche tu approches la négociation une fois que. Ouais, c'est un bon point. Dans le process de négociation, c'est important déjà de mapper et de cartographier vraiment tous ces contacts et de ne pas penser qu'on les a tous. C'est-à-dire que souvent le client va de lui-même nous dire bah, il y a telle et telle personne, ce sont les personnes qu'on va voir aux démos, ce sont les personnes qu'on va voir potentiellement aux soutenances. Mais en fait, en réalité, il y a plein de personnes qui sont cachées, qui peuvent être détracteurs dans un deal. Donc c'est important en fait d'aller les chercher, d'aller les sourcer, d'identifier qui vont être les équipes opérationnelles et utilisatrices de ta solution et de demander à les rencontrer ou à peut-être avoir un groupe de travail. Donc finalement, vraiment de faire un mapping très très large pour pouvoir écarter potentiellement des détracteurs. J'engage à chaque conversation, dans chaque étape. Même si ce sont des personnes que je n'ai pas rencontrées, je vais systématiquement ajouter sur LinkedIn les personnes, me présenter, dire qu'ils ne sont pas engagés, mais en revanche, que moi, je travaille pour leur groupe sur un projet. Donc, je me présente à eux sur LinkedIn. Et donc, ça, c'est systématique. Pareil, c'est de l'approche chirurgicale. C'est très, très méthodique. Je refais une phase de découverte à chacun des calls. Donc, je sollicite chacune des personnes présentes pour leur redemander leurs attentes. Souvent, on a des surprises dans des phases de négo sur les attentes du call où on se dit, bah, on arrive avec une super proposition et on se dit, nous attendre sur le pricing. En fait, pas du tout. Donc, c'est important de pouvoir être prêt au début du call et de pouvoir qualifier ces points-là.
Je me fixe des seuils de rupture, ou ma direction me les fixe. C'est du pricing, par exemple, j'ai pas forcément tout ce que je voudrais faire, mais je me fixe en tout cas des seuils de rupture en dessous desquels je vais pas pour différents points et je respecte, je m'y tiens. Parce qu'en fait, derrière, il y a aussi des équipes humaines opérationnelles chez moi qui travaillent et il faut les respecter et il faut avoir une bonne relation. Donc ça, c'est important. Et puis derrière, c'est ça, c'est vraiment de l'engagement, être chef d'orchestre du deal. Et de l'engagement, ça va aussi chez moi, c'est-à-dire que j'ai beaucoup d'humilité sur tout ce que je ne sais pas faire. Et donc, même quand j'étais dans des beaucoup plus petites structures que HubSpot, j'engageais un maximum de personnes chez moi et j'impliquais un chef de projet, un de mes collègues, même un alternant, le CEO. Là, aujourd'hui, j'implique un ingénieur avant-vente, même un BDR au besoin, parce qu'en fait, ce sont des personnes qui vont avoir des lectures, des biais qui vont être différents des miens, qui vont pouvoir noter et relever des informations différentes des miennes, et qui vont être stratégiques pour m'aider à avancer dans la négo. Donc, mon père me disait souvent, je sais que je ne sais pas, et en réalité, c'est ça. Sur chacun des deals, j'y vais avec le plus d'aide et le plus de renfort possible. Donc, c'est pour peut-être une petite dernière question pour finaliser cette première partie. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter par rapport à un deal que tu as fait, soit qui a très bien fonctionné ou au contraire que ça n'a pas marché, une anecdote assez particulière? Écoute, j'en ai une récente, c'est encore chaud et généralement je me nourris beaucoup de mes échecs et je passe beaucoup de temps à les décortiquer. Je trouve ça assez précieux. Il y a un podcast qui s'appelle La Leçon, qui d'ailleurs est passionnant, de Pauline Grisoni, que je recommande. J'ai perdu un deal qui était à 99,9% gagné le mois dernier et un très très gros deal, vraiment un très gros deal et stratégique pour l'entreprise, où j'avais des entrées, des points de contact personnels dedans. Où c'était un deal en quick win, très gros mais signé en moins de 1 mois. On a fait sensation sur chacune des étapes, la démo, le partenaire engagé, tout était vraiment voyant dans le verre. Et le jour de la réponse, on perd le deal parce qu'on n'a pas identifié que dans les équipes opérationnelles, il y a 2 personnes qui sont là depuis très 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 longtemps dans l'organisation, qui ont plus de pouvoir que a priori la directrice et le directeur de l'organisation, et qui ont mis un veto en disant en gros c'est cette solution-là ou alors on s'en va, quoi. Et je résume, hein, je compresse et je résume, je vulgarise volontairement, mais en fait, ça, on l'a pas vu venir parce que ces équipes-là, on les a pas rencontrés, parce qu'il y avait aussi beaucoup de personnes en face de nous sur l'organisation, et donc on s'est dit bah, que tout le monde était là, tous les décisionnaires. Quand je dis on, c'est là pour le coup, on était 4 ou 5 de mon côté à bosser. Et moi, la première, je m'implique dedans. Typiquement, c'est une erreur de manque de qualification mélangée à de l'urgence de la situation, mélangée à du biais où on se dit tous que c'est super et qu'on va le gagner. Voilà, exactement ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'on apprend encore au bout de 15 ans. Ah, parfait. Merci beaucoup en tout cas pour ces réponses. On va passer à la deuxième partie ici où je vais te poser des petites questions. La première, quel est l'outil que tu utilises le plus? Bah, tu te doutes bien de ma réponse, c'est HubSpot. Et chez HubSpot, on utilise aussi Gong, qui nous Ouais. sert pour l'enregistrement des calls et l'analytique. Et j'utilise aussi beaucoup Galaxy, qui me sert pour gagner pas mal de temps dans ma prospe et dans l'automatisation sur LinkedIn. Est-ce que tu as un podcast, un blog ou une ressource commerciale que tu recommandes? Je t'ai parlé de la leçon, qui est pas très business, mais en réalité qui permet de se développer personnellement. J'aime bien We Are Sales, le podcast de Dreamcatcher, qui est vraiment hyper orienté business. Et côté neurosciences, je trouve que c'est assez intéressant de comprendre son cerveau et celui de nos clients, nos prospects, pour développer son empathie, gagner un peu en humilité. Et il y a Mon cher cerveau, qui est un très bon podcast pour ça. Et quel est le meilleur conseil que tu aies donné en sales durant ta carrière? Je pense que c'est pas un conseil, c'est une phrase que je me répète tous les jours, qui vient de un de mes frères aînés, Félix, qui m'a dit: le monde est petit, mais la vie est longue.
Et en réalité, c'est surprenant de voir comment je retrouve aujourd'hui des prospects ou des clients que j'ai rencontrés il y a 15 ans dans des environnements qui étaient aéronautiques et qui n'ont rien à voir aujourd'hui. Enfin, voilà, donc le monde est petit, la vie est longue, et donc faut en avoir conscience quand on bosse tous les jours. Et quelle est la plus grosse erreur? C'est ce que tu vas revenir à chaque fois en tant que commercial. Je pense que j'en ai beaucoup parlé aujourd'hui, le manque de découverte. Ouais. Et puis peut-être un peu de manque de culture marketing, parce qu'aujourd'hui, le marketing est quand même un skill qui est important de développer quand on est commercial aussi. Euh, on sait très bien qu'en tant que sales, le mental reste quand même la chose la plus importante. Est-ce que tu as un truc pour commencer la journée avec un mental de gagnant? Moi, mon mental, il passe par ma santé, mon bien-être, et donc c'est d'avoir dormi 8 heures. Je suis une grosse dormeuse, comme les enfants. Il faut que j'ai dormi 8 heures. Si j'ai pas les 8 heures, j'ai pas toutes mes capacités cognitives et je loupe des trucs. Donc c'est vraiment dormir 8 heures et après je suis toujours de bonne humeur. Donc, ça va. Est-ce qu'il y a un livre que tu conseillerais en particulier? L'entreprise altruiste de Isaac Getz et Laurent Marbaché, qui est super intéressant pour de la stratégie business, mais ça présente des entreprises et la manière dont elles travaillent de façon altruiste ensemble. Je trouve que ça vaut et ça se duplique et ça s'applique à l'intérieur d'une entreprise, entre équipes, entre collègues, sur un deal, avec un client. Je trouve que c'est une manière de travailler qui est vertueuse et qui, en temps de crise, gagne à être connue dans les entreprises pour améliorer la performance de tout le monde. Trois personnes que je dois absolument interviewer ici sur cette émission. Il y a toujours à mi-chemin entre le commerce et le développement personnel. Alors, si tu arrives à la voir, je serais super heureuse. Julia De Funès, qui est philosophe, elle a une expertise incroyable une vue incroyable sur le monde, les relations humaines. Et en fait, le business, c'est avant tout de l'humain. On a un peu tendance à l'oublier. Et c'est des relations, c'est de l'incertitude, c'est tout ce que ça génère. Je trouve qu'elle est extraordinaire, elle en parle merveilleusement bien. Je citerai Sandra Lenné, qui est directrice commerciale d'un centre de formation spécialisé dans la banque et l'assurance. J'ai fait un peu de consulting et d'accompagnement de Qualis Formation. Je trouve elle s'est appropriée super vite tout son poste et ce qu'elle met en œuvre aujourd'hui. Et puis je terminerai par Jade Nourisson, qui est une des cofondatrices de la communauté qui vient de se créer, qui s'appelle Women in Sales, qui est une communauté pour les femmes commerciales et elles ont fait toutes les deux une super communauté, donc je pense qu'elles gagnent à être développées et connues. Bah, parfait. Merci beaucoup. Peut-être une toute dernière question pour ceux qui veulent te contacter après avoir vu l'épisode. Où est-ce qu'on peut te trouver? LinkedIn, profil ouvert, numéro de téléphone dessus, complètement disponible. Parfait. Bah, je mettrai le lien de ton profil LinkedIn en description. En tout cas, je te remercie beaucoup, Marie, pour ton temps et pour tes réponses qui étaient assez constructives. Et on se dit à très bientôt. À bientôt, merci Abdella. Merci.